Public Sénat vous propose de revoir cet été des extraits du débat au Sénat en séance autour du controversé projet de loi sur le renseignement, un texte destiné à renforcer les moyens et les techniques des services de renseignement français au lendemain des attentats de janvier dernier, mais un texte jugé aussi trop intrusif par ses détracteurs qui estiment qu'il porte atteinte à la vie privée. Le Sénat a largement amendé ce projet de loi en augmentant les pouvoirs de la commission de contrôle et en limitant le recours à certaines techniques de renseignement. Une position de consensus a ensuite été trouvée en commission mixte paritaire entre les députés et les sénateurs. C'est aujourd'hui la version finale de ce projet de loi sur le renseignement que je vous propose de revoir sur notre antenne lors de sa dernière lecture au Sénat. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restantes en discussion du projet de loi relatif au renseignement. Dans la discussion générale, la parole est d'abord à monsieur Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, Madame la Présidente de la Commission des lois et bien sûr Monsieur le Ministre et chers collègues, le Sénat a abordé la discussion de ce texte avec une ambition, en faire une loi républicaine inscrivant pour la première fois la politique française du renseignement dans le cadre de notre État de droit. Tout au long de nos débats, nous avons cherché à rejoindre la grande tradition du Sénat républicain, garant de la protection des libertés publiques, refusant toute législation d'exception, choisissant au contraire d'inscrire la mise en œuvre des techniques modernes de renseignement dans le droit commun du contrôle qui s'applique à toute autorité publique dans l'exercice de ses prérogatives au service de l'intérêt général. Sont en effet en jeu, d'un côté, la protection de la vie humaine et la poursuite d'intérêts fondamentaux de la nation, et de l'autre, le respect de la vie privée, le secret des correspondances, la liberté. Depuis 1789, nous admettons que tout droit, toute liberté, même les plus inviolables, les plus sacrés, connaissent des bornes. Mais nous exigeons cependant que ces bornes soient fixées par la loi et par elle seule. Et nous demandons encore à la loi, quand elle fixe ces bornes, de n'interdire que les actions nuisibles à la société, comme l'exige l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Or, qu'y a-t-il de plus nuisible à la société que le terrorisme et le crime organisé? Encore faut-il que les bornes que nous posons soient strictement limitées à ce qui est indispensable à la réalisation des objectifs d'intérêt général que nous confions à l'État. C'est tout le sens du travail accompli par le Sénat, et ce travail a été pleinement reconnu par la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 16 juin dernier. L'exigence de nous conformer aux principes posés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été notre obsession tout au long de nos délibérations. Nous étions jusqu'alors dans le non-droit, nous voulons rentrer dans le droit, nous avons voulu créer le droit. Je souhaite que nous y soyons parvenus. Nous nous soumettrons bien sûr au contrôle vigilant du Conseil constitutionnel sur tous les points sur lesquels le Sénat a entendu inscrire son empreinte de défenseur des libertés. Comme rapporteur de ce texte, je serais heureux, Monsieur le Président du Sénat, que vous puissiez porter nos choix
devant le Conseil constitutionnel, vous-même, afin que celui-ci puisse se prononcer sur l'ensemble de nos apports et vérifier que les objectifs que nous avons poursuivis ont bien été atteints. Si ce texte est adopté par notre Assemblée et demain par l'Assemblée nationale, il s'inscrira pleinement dans le respect du principe de l'égalité. En ce qui concerne les techniques de renseignement, nous avons posé dans l'article 1er de la loi, et la commission mixte paritaire l'a maintenu, les principes de l'égalité que devrait suivre l'autorité pour mettre en œuvre les techniques de renseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions de mise en œuvre des techniques de renseignement devront procéder d'une autorité ayant compétence pour le faire. Cela veut dire que la procédure suivie devra être conforme à la loi. Si un service de renseignement met en œuvre une technique de renseignement sans passer par la procédure légale, il y aura illégalité. Cette illégalité devra être sanctionnée. Cela veut dire aussi que les décisions prises devront respecter les missions confiées à chaque service qui les met en œuvre, et ces missions sont définies dans la loi. Pas question qu'un service fasse à la place d'un autre ce que cet autre service serait habilité à faire. Cela veut dire aussi que les techniques de renseignement qui seront mises en œuvre devront l'être en justifiant la réalité des menaces, des risques, des enjeux invoqués pour obtenir l'autorisation d'appliquer ces techniques de renseignement. Cela veut dire aussi qu'à chaque fois qu'une technique de renseignement sera utilisée, elle devra répondre aux intérêts fondamentaux de la nation qui sont énumérés par cette loi. Et surtout, cela veut dire que les atteintes portées au respect de la vie privée ou aux garanties apportées à l'exercice de certains mandats ou de certaines professions devront être proportionnées aux motifs invoqués. L'arsenal juridique mis à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à la suite de nos délibérations garantit que le contrôle des techniques de renseignement sera pour la première fois dans l'histoire de la République pleinement assuré. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur tous les points, sauf un qui a fait irruption au cours de nos débats. Les échanges préparatoires avec le président rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale ont été excellents. La collaboration que nous avons eue pour faire aboutir cette commission mixte paritaire, je tiens à le dire, a été féconde. L'adoption de cette loi va faire progresser l'état de droit. Le projet de loi n'instaure nullement de surveillance de masse, il fait exactement le contraire. Il ne prévoit que des surveillances ciblées. Et compte tenu de ce que j'ai rappelé à l'instant, toute mesure de renseignement qui ne serait pas ciblée tomberait sous le coup du principe de l'égalité dont nous avons défini le contenu. Il faut à chaque fois viser avec précision les éléments de fait et les finalités qui justifieront la mise en œuvre des techniques de renseignement dans le respect du principe de proportionnalité. Le respect de la proportionnalité fait partie de la légalité. Les apports du Sénat tendant à renforcer les pouvoirs de contrôle et les garanties d'indépendance de la Commission nationale de contrôle ont été intégralement repris par la commission mixte paritaire. Il en est de même de nombreux autres apports qui visent tous à conforter la constitutionnalité du projet de loi en assurant le respect de nos droits et de nos libertés, en assurant aussi l'effectivité du contrôle juridictionnel que notre texte permettra de mettre en œuvre. Le compromis trouvé en commission mixte paritaire me permet aujourd'hui de vous présenter un texte en réalité très proche de celui que vous avez adopté. Les principes
de la politique publique de renseignement sont désormais clairs, le cadre légal existe. Le compromis qui a été trouvé sur le renseignement pénitentiaire, je tiens à le souligner, n'interdit pas la mise en œuvre de techniques de renseignement en prison. Au contraire, il permet de mettre en œuvre ces techniques de renseignement dans les conditions du droit commun, si bien qu'un détenu ne sera pas davantage à l'abri que n'importe lequel de nos citoyens dont la surveillance serait rendue nécessaire en matière de renseignement. La procédure d'autorisation des techniques a également été maintenue par la commission mixte paritaire dans les termes que le Sénat avait votés. Nous avons souhaité que le Premier ministre et les ministres concernés puissent choisir des représentants de l'autorité publique librement autour d'eux, mais qu'on ne fonctionnarise pas cette fonction qui doit rester une fonction de responsabilité auprès de l'autorité exécutive. Nous avons demandé que la mise en œuvre des renouvellements d'autorisation soit justifiée de manière particulière. Cette disposition est maintenue par la commission mixte paritaire. Nous avons voulu limiter les finalités permettant la mise en œuvre de la procédure d'urgence absolue et clarifier le recours à la procédure d'urgence opérationnelle. Ces dispositions ont été reprises par la commission mixte paritaire. Nous avons voulu préciser le régime spécifique applicable aux professions protégées. Là aussi, le texte qui vous est soumis aujourd'hui est fidèle à votre vote précédent. La solution du Sénat a également été validée s'agissant du point de départ du délai de conservation des informations recueillies dans la mise en œuvre des techniques de renseignement. Ce point de départ, c'est le recueil de l'information. Ça n'est pas le moment où cette information est transcrite, car sinon, cela laisserait à l'autorité administrative toute latitude pour décider du point de départ du délai, alors que ce point de départ doit être objectif. Je voudrais dire, d'entrée de jeu, que je suis tout à fait favorable à l'amendement que dépose le gouvernement, et qui répond d'ailleurs aux souhaits que j'avais moi-même exprimés en commission mixte paritaire, pour que nous ne modifions pas le régime de surveillance des citoyens étrangers de passage en France sur le territoire national. Un seul régime juridique doit s'appliquer, quelle que soit la nationalité des personnes qui se trouvent sur notre sol. Je crois que cet amendement se heurtait de toute façon à de solides interrogations du point de vue de sa constitutionnalité. Nous avons également maintenu un certain nombre d'apports du Sénat sur la composition de la Commission nationale de contrôle, 9 membres et non point 13, sur la différenciation des missions des membres, avec une formation restreinte, une formation plénière, des pouvoirs propres de certains des membres de la Commission, qui sont tous magistrats ou conseillers d'État, de sorte que le système que nous avons retenu est intégralement préservé, de même que les pouvoirs de la commission de contrôle. Nous avons voulu une commission de contrôle avec de très larges pouvoirs. Nous avons même créé un délit d'entrave quand une administration s'opposait à l'exercice de ses pouvoirs. Nous avons voulu que la commission soit indépendante et qu'elle ait les moyens de son indépendance. Nous avons voulu que le président de la commission nomme lui-même, et non pas le Premier ministre, ses collaborateurs. Tous ces points ont été intégralement préservés par le travail de la commission mixte paritaire. Et surtout, le point le plus crucial pour nous tous, c'était d'assurer la réalité du contrôle juridictionnel des autorisations de mise en œuvre des techniques de renseignement. Or, le texte dont nous étions saisis prévoyait bien la possibilité d'un recours devant le Conseil d'État, mais dans des conditions tellement restrictives que l'on pouvait craindre que ce recours n'ait jamais lieu. Nous avons maintenant un dispositif qui permet à seuls 3 membres de la commission de contrôle de saisir le Conseil d'État, c'est-à-dire dans des conditions très souples. Nous savons, au moment où nous voterons ce texte, que le contrôle du Conseil d'État jouera effectivement, et nous pouvons naturellement être confiants de la manière dont le Conseil d'État exercera ce contrôle. Il a maintes fois dans son histoire
prouvé sa qualité de défenseur des libertés publiques. Gageons qu'il le prouvera de nouveau dans l'application de cette loi sur le renseignement. Quant aux techniques de recueil de renseignements, je ne reviens pas sur nos débats. Nous avons apporté de nombreuses garanties supplémentaires, technique par technique. Celles-ci ont intégralement été préservées de manière à ce qu'on n'abuse pas de ces techniques dans des cadres qui ne seront pas strictement ceux que la loi prévoit. Il y a également un certain nombre de dispositions sur le fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes. À chaque fois, il faudra, pour être inscrit dans ce fichier, une décision du juge ou du procureur, si bien que nous arrivons à un texte qui, en vérité, devrait satisfaire pleinement le Sénat, tant il ressemble au texte que nous avons adopté il y a quelque temps. Je voudrais souligner également le renforcement des prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, que préside notre collègue, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, et à la suite des amendements qu'il a proposés, le contrôle de la délégation parlementaire au renseignement va se trouver élargi aux services de renseignement appartenant à ce qu'on appelle couramment le second cercle, pas les services de renseignement qui sont inscrits dans la loi, mais ceux qui viendront s'ajouter par décret du Premier ministre. De même, la délégation parlementaire au renseignement recevra des statistiques détaillées relatives à la mise en œuvre des techniques de renseignement par finalité et par technique. De sorte que si nous constatons un recours exagéré à certaines techniques ou dans des conditions qui ne nous satisfont pas, nous pourrons saisir le gouvernement de la nécessité, en tout cas de l'opportunité, de modifier les pratiques ou les textes. Enfin, la commission mixte paritaire a bien sûr maintenu la clause de rendez-vous que nous avons tenu à ajouter au texte. Ce texte comporte beaucoup de dispositions évidemment sensibles. Il faut pouvoir en faire le bilan. Nous pourrons le faire à la lumière des travaux de la délégation parlementaire au renseignement, mais aussi à la lumière du rapport annuel de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, si bien, je crois, que si ce texte est adopté, il sera tout à fait exemplaire de notre volonté d'inscrire pleinement dans la tradition de l'État de droit français la mise en œuvre de ces mesures de police administrative que sont les techniques de renseignement contemporaines. C'est la raison pour laquelle je tiens cet après-midi à exprimer ma satisfaction des résultats de la commission mixte paritaire et naturellement à vous inviter à donner une large majorité à l'adoption de ce texte. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le Président rapporteur, cher Philippe Bas, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs. La commission mixte paritaire qui s'est tenue le mardi 16 juin s'est conclue par un accord qui nous permet de nous réunir aujourd'hui pour soumettre à votre examen, et je l'espère à votre approbation, le texte issu des travaux réalisés par les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. Lorsque j'ai présenté ce texte devant le Sénat d'abord, devant la commission des lois et celle de la Défense et des Affaires étrangères, puis dans l'hémicycle, j'avais formulé le vœu que, dans la grande tradition républicaine, le Sénat puisse jouer tout son rôle pour consolider juridiquement le texte présenté par le gouvernement et amendé par les députés en première lecture. Non seulement ce vœu a été exaucé grâce au travail remarquable conduit par les sénateurs sous l'autorité du président rapporteur Philippe Bas, mais je tiens aussi à souligner combien la version du texte qui vous est soumis pour approbation à l'issue de la commission mixte paritaire est inspirée des travaux que vous avez vous-même réalisés durant la première lecture. Lors de l'examen du projet de loi, vous avez forgé toute une architecture de contrôle reposant sur une idée simple et que je trouve pour ma part incontestable. Plus une technique du renseignement est intrusive et plus elle suppose des garanties procédurales renforcées. Le texte issu de la commission mixte paritaire
reprend très précisément cette doctrine, ce qui se matérialise par des amendements incorporés au texte final, reprenant ceux adoptés par le Sénat. Je pourrais citer par exemple le délai de conservation des interceptions de sécurité courant à partir du recueil et non de la première exploitation, de la saisine automatique du Conseil d'État pour autoriser une intrusion domiciliaire après un avis négatif de la SNCTR, ou encore les restrictions à l'usage du IMSI Catcher. Ces amendements provenant du Sénat ont été pour l'essentiel conservés. Il en existe d'autres. Je sais que le Sénat fera ce travail important d'inventaire qui démontre une fois de plus l'ampleur de la contribution de la Haute Assemblée dans la rédaction de la loi. J'invite d'ailleurs chaque observateur de la vie politique à s'y référer, tant les travaux sont incontestables. Même s'il n'est pas d'usage de faire de longs discours à l'occasion de ces lectures, j'aimerais préciser la position du gouvernement sur certains amendements adoptés en commission mixte paritaire, commission qui réunit les députés et les sénateurs et à laquelle, vous le savez, n'assiste pas le gouvernement. Tout d'abord, vous avez adopté 2 amendements ayant pour effet que les techniques mises en œuvre sur le territoire national à l'égard de ressortissants étrangers non résidents n'aient pas à faire l'objet d'un contrôle de la CNCTR. Il s'agit d'une proposition émanant du travail du Parlement. Le gouvernement est défavorable, je dirais même très défavorable à cette proposition, pour des raisons de nature constitutionnelle. Vous connaissez la position constante du gouvernement. Chaque mesure doit être appréhendée à l'aune des garanties juridiques dont elle est assortie. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est en effet très restrictive quant aux possibilités d'instituer des différences de traitement au détriment des étrangers, même non résidents, dans l'application de la loi française sur le territoire national. En particulier, il est difficile d'admettre de telles différences lorsqu'est en jeu le droit à la protection de la vie privée. C'est la raison pour laquelle le gouvernement vous propose de revenir sur ces dispositions en adoptant des amendements de suppression et s'engage à convaincre les députés d'adopter des amendements identiques pour ne pas obérer la réussite de la lecture des conclusions de cette CMP. Par ailleurs, 2 amendements de précision vous sont soumis pour clarifier les rédactions issues de la commission mixte paritaire. Naturellement, le gouvernement a apporté son aval aux amendements déposés par les rapporteurs qui permettent de fluidifier la rédaction issue de la commission mixte paritaire. J'en arrive à une dernière disposition sur laquelle le gouvernement ne dépose pas d'amendement, mais souhaite préciser l'interprétation qu'il se fait du texte et l'application qu'il en aura. La CMP a souhaité rétablir une disposition issue de l'Assemblée nationale relative à l'échange d'informations entre les services du renseignement et entre les services des autres administrations, d'autre part. Je tiens à préciser, et je souhaite que cela soit retenu au compte-rendu de nos travaux, que ces dispositions seront mises en œuvre dans le strict respect des exigences de proportionnalité, pour une finalité déterminée, au profit de services limitativement énumérés et dans le respect des missions des services. Par exemple, les services réalisent des signalements aux caisses d'allocations familiales de bénéficiaires de prestations sociales, parties se rendent sur un théâtre de guerre et ne répondant donc plus aux critères de résidence sur le territoire national nécessaires à l'attribution de ces allocations, afin qu'il soit mis un terme au versement et d'éviter ainsi de donner une source de financement à des activités terroristes. C'est dans ce type de cas très précis, très circonstancié, avec des garanties préservées, que cette mesure sera mise en œuvre. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les précisions que je souhaitais formuler, en remerciant une fois de plus le président rapporteur Philippe Bas, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et l'ensemble des sénateurs pour la qualité du travail qu'ils ont accompli tout au long de la discussion de ce texte. Comme s'il s'y était engagé, le président de la République transmettra au Conseil constitutionnel le projet de loi au terme de l'examen parlementaire, comme le lui autorise la Constitution, ce qui permettra encore de renforcer toutes les garanties autour de ce texte. Je vous remercie encore une fois d'avoir contribué par votre contribution à ces débats à donner un cadre à l'activité des services de renseignement dans un contexte où les progrès de la technologie ont fait leur œuvre, cadre qui jusqu'à présent n'avait pas été donné à ces services et qui les conduira désormais à intervenir sous l'effet d'un double contrôle, celui d'abord d'une commission administrative indépendante dont la composition et les modalités de fonctionnement
garantiront un haut niveau de contrôle. Je veux parler de la CNCTR. Contrôle juridictionnel qui pourra aller jusqu'à la saisine du juge pénal lorsqu'il sera constaté par le Conseil d'État ou même par la CNCTR que dans le cadre de la mobilisation d'une technique de renseignement, une infraction pénale aura été commise. Contrôle parlementaire renforcé, puisque la délégation parlementaire au renseignement dispose désormais d'une possibilité d'effectuer de puissants contrôles sur l'activité des services de renseignement, ce qui n'était pas le cas avant cette législature, au moment où cette délégation parlementaire a été instituée. C'est dire la volonté qui est celle du gouvernement et de l'ensemble de la représentation nationale de faire en sorte que l'activité des services de renseignement permette, notamment lorsqu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme, de protéger résolument et fermement les Français contre des risques dont nous avons vu à quel point, lorsqu'ils se traduisent par des actes, ils peuvent être meurtriers et conduire la République à devoir affronter des défis, puisque ces actes sapent la République à ses fondements. Et par ailleurs, nous souhaitons aussi que cette loi fasse rentrer notre pays dans la liste des démocraties dont les services sont les plus contrôlés de façon exigeante et rigoureuse. Pour la contribution qui a été la vôtre à l'élaboration de ce texte, je veux, au nom du gouvernement, vous renouveler mes très sincères remerciements. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Sueur pour 14 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à ceux qui s'interrogent sur le rôle du Sénat, il en est toujours, je conseillerais la lecture de ce texte de projet de loi tel qu'il est arrivé au Sénat et tel qu'il a été voté au Sénat. Et je conseillerais de surcroît la lecture du texte issu de la commission mixte paritaire. Chacun pourra voir que le Sénat a pesé lourdement dans l'écriture du texte et que la commission mixte paritaire a repris un très grand nombre des apports du Sénat. Il faut le dire puisque cela est vrai et que chacun pourra le constater. C'est dire que, à mon tour, je souscris aux conclusions de la commission mixte paritaire, à une exception notable qui a déjà été notée et sur laquelle je reviendrai. Un point positif a été obtenu suite au débat du Sénat. C'est que le ministère de la Justice soit exclu de la liste des organismes de renseignement ayant la faculté de mettre en œuvre des techniques intrusives. Cela était contraire aux missions du ministère de la Justice. Et il était très nécessaire qu'il y ait là-dessus une parfaite clarté. Ça ne veut pas dire que le renseignement pénitentiaire n'est pas utile, il est nécessaire, nous l'avons dit, je le redis. Toutefois, il est aussi nécessaire de ne pas mélanger les fonctions. Il ne revient pas à un surveillant pénitentiaire d'être par ailleurs un agent de renseignement. Sans cela, tout est confondu. Il n'y a plus de clarté. Mais il faut que les services de renseignement puissent œuvrer dans le domaine pénitentiaire et il faut qu'il y ait des liens à cet égard entre ces services et les services pénitentiaires. Et d'ailleurs, je voulais dire à notre rapporteur au fond, M. Philippe Bas, que nous avions trouvé une rédaction ici au Sénat qui permettait de faire la clarté sur ces relations. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir en d'autres circonstances, mais l'essentiel était de préserver une lecture très claire du projet de loi à cet égard. Je voulais souligner un certain nombre de points importants en dehors de celui-là. D'abord, grâce
au Sénat, et grâce à l'amendement du groupe socialiste, on me permettra de le dire, la vie privée se trouve clairement définie dans le texte, dans toutes ses composantes. Secret des correspondances, protection des données personnelles, inviolabilité du domicile. Deuxièmement, il est positif que l'adjectif majeur, et là je remercie l'Assemblée nationale, soit revenu. Je vais faire quelques peines peut-être à Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, mais je pense qu'il est préférable, s'agissant de la politique étrangère, des intérêts industriels, de parler d'intérêts majeurs, et surtout pour les intérêts économiques, auxquels vous êtes à juste titre très attaché, cher Jean-Pierre Raffarin. Je voulais dire qu'il me paraissait quand même impossible de parler des intérêts économiques en général sans aucune précision. Donc cela est arrivé au terme de la CMP et c'est une bonne chose. Pour ce qui est des délais de conservation des données, il y a eu un compromis. Un compromis est un compromis. Toutefois, le Sénat a pesé dans ce compromis, puisque les dates seront appréciées par rapport au recueil des informations et non par rapport à leur exploitation. D'autre part, pour ce qui est des données cryptées, il n'y avait pas dans le texte, avant l'arrivée du texte au Sénat, de délai. Ceci faisait peser sur le texte un lourd risque d'inconstitutionnalité. C'est pourquoi il est heureux qu'au terme de la commission mixte paritaire, un délai ait été instauré. Pour ce qui est de la commission de contrôle, le Sénat a fait en sorte que ses pouvoirs soient clairement étendus. Je prendrai plusieurs exemples. D'abord, M. Philippe Bas l'a dit, 3 membres de la commission sur 9 pourront saisir en toutes circonstances le Conseil d'État. C'est important. Deuxièmement, nous avons obtenu que M. le ministre de la Défense dise au Sénat, et d'ailleurs, M. le ministre de l'Intérieur, vous avez conforté cette réponse, que, y compris le PNCD, cette plateforme dont nous avons parlé, donnera lieu aux possibilités de contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. C'est un point qui a été dit, qui engage le gouvernement, et c'est une bonne chose. Enfin, toujours s'agissant du contrôle, je veux insister sur le fait que nous avons pu, et mon groupe y a aussi contribué, pour une deuxième fois, je me permets de le souligner, inscrire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en effet, Monsieur Mézard, inscrire dans le texte que le contrôle de la Commission sur l'ensemble des données d'interception sera, je cite, direct, complet, permanent. Ce qui veut dire que face à certaines interrogations que nous avons bien entendues sur le fait que, contrairement à une situation antérieure, les données pourraient être dispersées en divers lieux, eh bien, il y aura un droit reconnu par la loi aux membres de la Commission de disposer de ces données de manière complète, exhaustive, directe, sans intermédiaire, et permanente, c'est-à-dire à toute heure du jour et de la nuit, 365 jours par an. C'est important. S'agissant des techniques dont on a parlé, IMSI Catcher, et s'agissant des algorithmes, il a été bien précisé les limites dans lesquelles l'accès à ces techniques était possible, et notamment le fait que cela devait avoir pour seule finalité la lutte contre le terrorisme. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il était nécessaire de surveiller un certain nombre de sites. Si on dit que ce n'est pas nécessaire, alors disons clairement qu'on ne veut pas lutter contre le terrorisme. Mais si on veut lutter contre le terrorisme, on ne peut pas ne pas contrôler qui se connecte sur des sites qui font l'apologie du terrorisme, qui présentent des horreurs, qui présentent des appels au meurtre. Et bien entendu, il y aura des gens qui se seront connectés par hasard
eh bien, il ne s'agit pas de les mettre en cause aucunement. Mais il est nécessaire de procéder à des investigations sous le contrôle de la Commission et sous toutes les garanties, en respectant toutes les garanties inscrites dans le texte, si l'on veut lutter contre le terrorisme. Pour ce qui est du fichier national des auteurs d'infractions terroristes, je me réjouis que l'on ait repris la proposition émanant de l'Assemblée nationale, selon laquelle l'inscription sur ce fichier doit être le fruit, ou l'effet plutôt, d'une décision positive d'une autorité judiciaire. Pour ce qui est de la protection des magistrats, des avocats, des journalistes et des parlementaires, la commission mixte paritaire a permis une avancée supplémentaire, puisqu'il est clairement écrit dans la loi désormais que ces personnes ne pourront faire l'objet d'une surveillance à raison soit de leur profession, soit de leur mandat. Le Sénat avait beaucoup œuvré en ce sens, c'est maintenant acté dans la loi. D'autre part, je veux insister fortement sur le fait que toutes les mesures qui sont dans le texte, sans aucune exception, sont des mesures qui procèdent du ciblage, de l'intentionnalité clairement manifestée, et jamais, je dis bien jamais, du contrôle de masse, c'est-à-dire du fait de capter des milliards et des milliards d'informations au détriment des droits des personnes. Nous sommes contre la captation massive d'informations. Nous voulons que toute technique soit mise en œuvre dans un but affiché, déterminé, contrôlé, avec les garanties nécessaires, de telle manière qu'il n'y ait aucun détournement de la procédure. Donc cela est clair et cela figure noir sur blanc dans le texte. Je terminerai en disant, moi aussi, qu'il y a eu un amendement qui a été adopté à une voix de majorité par la commission mixte paritaire relative à la situation des personnes étrangères présentes pour un court séjour. Cet amendement, contre lequel, pour ma part, j'ai voté, mais je ne suis pas le seul, puisqu'un grand nombre de sénateurs ont voté contre cet amendement, présente des risques constitutionnels, comme cela a été dit, et plus que des risques d'ailleurs. Il est clairement inconstitutionnel, vous l'avez dit, Monsieur le ministre. Il est contraire au principe d'égalité et il pose problème tant sur le fond que pour ce qui est de sa procédure d'adoption, puisqu'il n'est pas souhaitable, vous le savez bien, que des amendements fussent adoptés en commission mixte paritaire alors qu'ils n'ont donné lieu à aucun débat, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Pour ces raisons, je vous indique, et je dis ici très clairement, que le groupe socialiste votera sans réserve l'amendement numéro 8 du gouvernement, Monsieur Raffarin, je vous rassure, l'amendement numéro 8 du gouvernement qui a pour effet de supprimer cet alinéa qui a été introduit à une voix de majorité lors de la commission mixte paritaire. Mes chers collègues, pour la première fois, il existera dans ce pays une loi encadrant les services de renseignement, l'action des services de renseignement. Ce n'est pas neutre. Cela n'existe pas, et ce qui est quelque peu paradoxal, c'est qu'au moment où on fait une loi pour encadrer par la loi l'action des services de renseignement, on vient nous dire que nous portons atteinte aux libertés. C'est quelque peu paradoxal. Mais surtout, je me permets d'inciter certains auteurs de telle ou telle tribune à lire le texte, parce qu'il est tout à fait vrai que ce texte pose des problèmes. Il est tout à fait clair que ce texte posait des problèmes auxquels nous avons répondu. Il est tout à fait clair que c'est un sujet sensible. Mais je lis parfois
des déclarations, des écrits, qui témoignent d'une absence de connaissance de ce que le texte dit, de ce qu'il dispose. Or, quand on lit les choses dans le détail, on voit, mes chers collègues, et sans aucune autosatisfaction d'aucune sorte, on reparlera du sujet dans 5 ans et sans doute bien avant, que nous nous sommes efforcés d'atteindre le meilleur équilibre possible, et sans doute y a-t-il encore des améliorations, la perfection n'est pas de ce monde, des améliorations apportées, mais nous avons cherché à atteindre en toute bonne foi le meilleur équilibre entre la sécurité nécessaire, car il faut lutter contre l'horreur du terrorisme, et la protection de nos libertés, des données personnelles, de la vie privée, car, nous pouvons le redire ici, la plus grande victoire des terroristes serait de nous faire renoncer à nos libertés. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Esther Benbassa pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, 67 sénateurs, dont 10 membres du groupe écologiste, se sont opposés à ce texte. Comment peut-on encore adopter aujourd'hui des lois rappelant celles de George Bush, qui plus est après les scandales que nous avons connus et les révélations d'Edward Snowden? Qu'avons-nous fait pour mériter ce traitement antidémocratique que nous laisserons en héritage aux exécutifs à venir, qui pourrait se révéler moins scrupuleux que celui d'aujourd'hui? Pourquoi cette surdité aux arguments fondés de ceux qui s'opposent à ce PJL, cette cécité face aux dangers qu'il présente? Avez-vous cédé au lobby des services de renseignement qui n'ont pas jusqu'ici démontré leur grande dextérité à déjouer les attentats dont notre pays a été la cible? Est-ce avec les métadonnées qu'ils y parviendront, quand on sait qu'ils n'ont pas pu suivre des délinquants en processus de radicalisation religieuse malgré les informations transmises par des responsables des lieux de détention où ils s'étaient trouvés incarcérés? Certes, il fallait un texte pour mettre fin aux dérives, aux pratiques non encadrées, voire illégales des services de renseignement, mais pas un texte comme celui dont nous débattons à nouveau et qui met cette fois légalement en péril nos libertés. Personne ici ne peut être taxé de laxisme ou d'inconséquence face au terrorisme, mais il faut, j'en suis certaine, lui opposer une résistance efficace et consciente sans jamais brader nos libertés, première cible, justement, des obscurantistes qui nous visent. Je voudrais partager avec vous, mes chers collègues, les propos d'Edward Snowden, lanceur d'alerte s'il en est, qui résonnent aujourd'hui d'une manière bien singulière. Je cite, « Le fait de dire qu'on se fiche de la vie privée parce qu'on n'a rien à cacher revient à dire qu'on se fiche de la liberté d'expression parce qu'on n'a rien à dire. » Le champ d'application de la loi devait, pour être acceptable, être davantage limité et définir de manière précise et restrictive les motifs d'intérêt public justifiant la mise en œuvre des activités de renseignement. À la lecture du texte de la commission mixte paritaire, qui reprend dans son ensemble la rédaction élaborée par notre Haute Assemblée, force est de constater qu'on en est loin. Au nom de la sécurité, et même s'il s'agit de lutte contre le terrorisme, on ne peut pas placer entre les mains de l'administration les pouvoirs normalement dévolus aux juges. Pour prévenir d'éventuelles conséquences fâcheuses, les pouvoirs de la Commission nationale des contrôles de techniques de renseignement auraient dû être renforcés. Nous avions d'ailleurs préconisé qu'elle puisse, lorsqu'on lui demande l'autorisation de mettre en œuvre une mesure, vérifier sans délai, sans restriction, que celle-ci est parfaitement légale, proportionnée et subsidiaire.
Non seulement ce n'est pas le cas dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui, mais une disposition a été ajoutée à l'initiative du rapporteur de l'Assemblée nationale, comme l'ont dit certains collègues, autorisant le Premier ministre à avoir recours aux techniques de renseignement sans avis préalable de la CNCTR lorsque leur mise en œuvre ne concerne ni un Français ni un résident habituel en France. Le Conseil constitutionnel aurait probablement eu à examiner ces dispositions contraires au principe d'égalité devant la loi et nous nous réjouissons de la volonté du gouvernement de la supprimer. Je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale, incurable, d'une maladie provoquant une souffrance physique, psychique insupportable et qui ne peut plus être apaisée, puisse demander dans des conditions précises et sous contrôle de plusieurs médecins à bénéficier d'une assistance médicale pour vivre sa vie dans la dignité jusqu'à la fin. Après le mariage pour tous, c'est l'une des réformes de société sur laquelle on attendait François Hollande, le droit à une aide active à mourir, en proposant une assistance médicale pour vivre sa vie dans la dignité jusqu'à la fin. Le candidat Hollande a délibérément choisi une formulation ambiguë où jamais il ne prononce le mot euthanasie. Des mots à la loi, le président avance avec prudence. Après 2 ans de concertation nationale, il confie la rédaction d'une proposition de loi à 2 députés, Alain Claes et Jean Leonetti. Une proposition de loi consensuelle qui reprend et précise la première loi Leonetti de 2005 sans aller jusqu'à l'euthanasie. Selon un sondage, pourtant, 90% des Français y sont favorables pour les personnes en fin de vie. Ce nouveau texte répond-il vraiment aux attentes des Français? Va-t-il assez loin? De la promesse de campagne à la loi, le consensus sera difficile à trouver. Pourquoi un nouveau texte? Eh bien parce que malheureusement, dans la pratique, on constate encore qu'on meurt mal en France. On meurt mal avec 2 revendications légitimes de nos concitoyens. C'est « je ne suis pas entendu en fin de vie » et on continue à souffrir dans les derniers jours et les dernières heures de la vie. Bonjour. Bonjour docteur. Comment ça va ce matin? Eh bien, ce matin, ça va très bien. Oui. Les douleurs ici, là, Toujours au même... vous les sentez un petit peu quand même? À 78 ans, c'est la 2e fois qu'Angèle est en soins palliatifs au CHU de Montpellier. Atteinte d'un cancer incurable, elle sait sa mort proche. Son seul souhait, finir ses jours sans souffrir. Moi, ma propre mort, je l'envie. Je sais que je mourrai, mais je ne veux pas mourir en souffrant. Voilà. Je sais que je vais mourir un de ces jours, parce que ça en est au point où on est aux soins palliatifs pour la douleur et tout ça. C'est qu'il n'y a pas d'autre chose, grand chose à faire. Mais on n'a pas la souffrance. Moi, je comprends les gens, quand ils souffrent trop, ils se jettent sous le train. Hein, parce que c'est des souffrances qu'on ne peut pas tenir. Quand on fait les soins palliatifs, après, au contraire, ça soulage, ça guérit pas, mais ça enlève la douleur. Moi, c'est ce que je veux. Je veux mourir sans souffrir. Voilà. Pour soulager les souffrances, dans ce centre de soins palliatifs, on utilise des techniques à la pointe, comme la sédation, une sorte d'anesthésie plus ou moins profonde pour apaiser le patient. Cette technique de sédation, c'est quand on est en échec, effectivement, sur un symptôme particulièrement insupportable pour le patient. Donc avec certains médicaments, enfin, notamment le midazolam,
on l'utilise pour entraîner un sommeil d'une profondeur qui va dépendre du patient. Il y a des patients qui préfèrent rester un petit peu éveillés, d'autres qui ne veulent pas être du tout réveillés. Donc ça, on adapte la dose et qu'on peut faire de manière transitoire, par exemple pour un symptôme comme une dyspnée qui peut être parfois transitoire, ou on peut également faire cette sédation de manière continue si le patient effectivement ne désire plus du tout être réveillé. La loi de 2015 veut démocratiser la sédation profonde et continue, c'est-à-dire l'endormissement profond du patient dont la mort est imminente pour lui éviter de souffrir lors de ses dernières heures. Ce qu'on veut vraiment, c'est endormir le patient pour pas qu'il subisse ce qu'il est en train de vivre, mais on ne veut pas précipiter sa mort, simplement il faut qu'il soit quand même un peu plus serein par rapport à ce qu'il est en train de vivre. On met des fois des sédations comme ça sur des choses cataclysmiques, on voit, et ça on a eu à le faire il n'y a pas très longtemps, un patient qui s'est vidé de son sang. Et qui le voyait et qui était conscient et c'était terrible. Et bon, donc là, on l'a endormi et il est parti non pas de notre endormissement, mais du fait qu'il était en train de se vider d'une hémorragie sur laquelle on ne pouvait pas intervenir, si vous voulez. Si dans ce genre d'unité spécialisée, les médecins maîtrisent cette technique, ce n'est pas le cas dans d'autres services hospitaliers comme aux urgences ou dans les services d'oncologie où le taux de mortalité est élevé. La sédation profonde est continue, y est peu utilisée. L'objectif de la loi est donc de la généraliser. Ce droit, qu'on appelle le droit à la sédation en phase terminale, est un droit qui paraît légitime. Aujourd'hui, c'est un devoir des médecins de le mettre en place. Ça n'est pas le cas. Malheureusement, dans 15 à 20% des cas. Eh bien, il faut que ça devienne un droit, et peut-être que la vraie modification de la loi, c'est de dire, avant c'était un devoir de la société et un devoir du corps médical et des soignants de faire en sorte qu'on ne souffre pas en fin de vie, eh bien, désormais, ça devient un droit du malade de ne pas souffrir lorsque la mort approche et que les médicaments habituels n'arrivent pas à calmer la souffrance. La nouvelle loi précise les cas où cette sédation profonde et continue doit s'appliquer. Premier cas, le patient est conscient, il est atteint d'une affection grave et incurable, son pronostic vital est engagé et l'arrêt des traitements va provoquer sa mort à court terme. Autre possibilité, le patient est inconscient. Pour éviter l'acharnement thérapeutique, le médecin décide d'arrêter les traitements. Il peut dans ce cas aussi demander une sédation profonde et continue. En encadrant la sédation profonde et continue, les auteurs de la loi voulaient être consensuels. Mais au Sénat, cette proposition va cristalliser les oppositions autour de la question de l'euthanasie. Trois camps vont s'affronter. Il y a d'un côté les rapporteurs de la proposition du texte et le gouvernement. Ils vont soutenir l'idée d'une sédation profonde et continue. Ce texte est pour ceux qui vont mourir, pas pour ceux qui veulent mourir. Ce qui élimine très clairement le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté. Non pas que ce débat ne soit pas important, voire capital, mais quelque part, ce n'était pas l'esprit de la loi sur laquelle nous discutions. D'autres, une partie des sénateurs républicains, s'opposent à toute évolution juridique. Pour eux, le texte va trop loin. En inscrivant la sédation profonde et continue dans la loi, le législateur proposerait en réalité une euthanasie déguisée. La sédation profonde continue jusqu'au décès, vous voyez bien. On liait la sédation et le décès. Et là, ça nous a apparu, pas pour moi seulement, mais pour un certain nombre d'entre nous, comme quelque chose qui sortait du dispositif consensuel de la loi Leonetti et qui liait le décès à l'acte de sédation. Donc, on s'engageait dans l'engrenage, sur le chemin du suicide assisté et de l'euthanasie. Enfin, il y a les sénateurs qui estiment que cette sédation profonde et continue n'est pas suffisante. Ils veulent inscrire dans la loi le droit à l'euthanasie.
Nous voulions répondre à deux demandes différentes, qui sont de nature différente. D'une part, le droit à un suicide médicalement assisté, c'est-à-dire qu'on abrège la fin de vie un peu avant le terme qui est imminent. Et puis, donc c'est le suicide assisté. Et puis d'autre part, il y a des personnes qui réclament, lorsqu'elles sont dans un état désespéré, la possibilité d'une euthanasie. Premier affrontement en séance autour de l'article 3 sur la sédation profonde et continue. Les opposants à cette pratique lancent l'offensive contre les rapporteurs du texte. Depuis le départ, un certain nombre d'entre nous pensons que la loi Leonetti se suffisait à elle-même et que la loi actuelle, qui est pour certains un prolongement ou un éclairage, n'est pas un prolongement ou un éclairage. C'est une rupture. Il est incontestable que cet article 3 est la porte ouverte à une euthanasie que vous ne voulez pas dénommer comme telle. Les sénateurs proposent d'enlever du texte l'expression « continue jusqu'au décès » pour éviter tout amalgame avec l'euthanasie. Pour Alain Milon, le président de la Commission des affaires sociales, qui est aussi médecin, c'est un coup porté au principe même de la loi. Bon, cette proposition de loi ne tue pas. On n'est pas là pour tuer. On n'est pas là pour faire d'euthanasie. On est là pour accompagner des malades en fin de vie. Alors, la proposition que nous fait notre collègue Delège sur le fait de mettre une sédation profonde et de supprimer continue jusqu'au décès. OK, pourquoi pas? Ça veut dire que la sédation n'est pas continue. Si elle n'est pas continue, elle est discontinue. Et si elle est discontinue, ça veut dire qu'on doit l'arrêter de temps en temps. Pourquoi continue? Plaçons-nous quand même dans la vraie vie, si j'ose dire. Comment imaginer que chez ces patients qui souffrent atrocement, on va interrompre la sédation pour dialoguer avec eux? Sur l'opportunité de quoi? De continuer? C'est impensable. Et vraiment, ceux qui ont porté cet amendement sont très éloignés de la vraie vie, c'est le cas de le dire. Je vais mettre aux voix cet amendement 59 rectifié. Qui est pour? L'amendement est adopté. Une partie des Républicains obtient gain de cause. Le mot « continue » est retiré du texte. La séance est suspendue. Dans les couloirs, les esprits s'échauffent entre les deux camps. Non, moi je ne suis pas content. De toute façon, je ne suis pas content de ce débat depuis le début. Parce qu'il y a ceux qui sont honnêtes, il y a ceux qui nous préparent au fond. Je suis désolé, mais bon. Mais pas à travers ça. Ça a été, disons de manière un peu habile sans doute par certains, de vouloir faire comprendre que la sédation profonde et continue était très proche de l'euthanasie. Or, ça n'est pas vrai, puisque l'euthanasie, elle est faite à un moment avant qu'on soit dans ces situations-là, c'est-à-dire avant que la personne soit vraiment en fin de vie, c'est-à-dire avec une espérance de vie à court terme et ne supportant plus les souffrances qu'elle subit. Donc, ça n'est pas du tout une euthanasie, c'est simplement une possibilité d'aider à mourir sans avoir les souffrances. L'autre offensive contre le texte viendra cette fois des pro-euthanasie. 8 sénateurs de toute tendance politique réunis autour de Jean-Luc Romero, président de l'ADMD, une association pro-euthanasie, convoquent la presse. Il y a dans chaque groupe des parlementaires qui ont déposé des amendements allant dans le sens de ce que souhaite l'ADMD, c'est-à-dire qu'il y a enfin une loi qui permette à chacun de choisir. Ce n'est pas une loi spécialement pour l'euthanasie, une loi qui permette de choisir. Il compte inscrire dans le texte un droit à une aide active à mourir. C'était important justement que certains sénateurs et de toute tendance, parce que c'est ça qui était important, puissent dire qu'eux, ils souhaitaient clairement qu'on aille à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté comme les Français le demandent dans tous les sondages depuis 20 ou 30 ans. Le soir même, en séance, les 8 sénateurs déposent tous un amendement pour légaliser l'euthanasie. Cet amendement propose d'instaurer un droit à bénéficier d'une véritable aide active pour mourir pour les personnes majeures. Il répond à une très forte demande de la population. Il vise à instaurer l'assistance médicalisée active à mourir dans des conditions strictes,
Chacun doit se voir ainsi reconnaître le droit d'aborder sa fin de vie dans le respect des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Des amendements rejetés, mais l'objectif est atteint. Le débat sur l'euthanasie a été mis sur la table. Nous voulions poser ce débat, c'est-à-dire d'une loi qui irait plus loin. Donc l'idée était d'expliquer pourquoi cette loi nous semblait trop timide et pourquoi nous voulions aller plus loin et pourquoi du coup nous avons tous déposé un amendement très voisin pour essayer d'avancer. Alors l'ambiguïté qu'il faudrait lever, c'est que ce texte n'était pas fait pour ceux qui sont en fin de vie et qui veulent mourir. Ce texte a été fait pour les malades en fin de vie qui vont mourir. Donc évidemment, ce texte ne recouvrait que très imparfaitement les demandes que nous avions. L'autre point de clivage du texte, ce sont les directives anticipées, un document où l'on inscrit ce que l'on souhaite pour sa fin de vie. Edith a écrit les siennes, elle est bénévole au centre d'écoute de l'ADMD, l'association au droit à mourir dans la dignité. Compte tenu de mon âge, je refuse toute réanimation, alimentation forcée artificielle lorsque la mort paraît inévitable. Mettre sur papier ce qu'elle veut pour sa fin de vie, une évidence pour elle après la mort d'une de ses amies. En 1987, j'ai assisté à la mort terrifiante d'une amie qui avait une sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot, et qui mourait dans des conditions d'étouffement qui n'en finissaient plus. J'ai appelé le docteur, c'était un dimanche, on a fait venir SOS médecin, et j'ai dit au médecin, écoutez, elle est en fin de vie, regardez, elle est en train de mourir en s'étouffant. Il me dit oui, elle va mourir. Il me dit oui, elle va mourir. J'ai dit, mais docteur, faites quelque chose pour que ça aille plus vite. Il m'a répondu, mais madame, je ne peux rien faire. D'ailleurs, elle n'a rien demandé et je ne peux rien faire. Alors ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai très vite rédigé des directives de volonté. Comme Edith, aujourd'hui, il n'y a que 2,5% des Français qui ont rédigé leurs directives anticipées. Sophie, j'ai eu la visite ce matin d'une de nos adhérentes et elle est venue porter ses directives anticipées. Alors, Pour Sophie, responsable des directives à l'ADMD, si aussi peu de gens les ont écrites, c'est qu'elles sont méconnues, mais pas seulement. Il s'agit de confronter cette idée de mort, de déchéance, de fin de vie. C'est pas, enfin, en tant qu'être humain, on n'a pas envie de confronter ça, n'est-ce pas? Ensuite, souvent les personnes ne savent pas parler de leur fin de vie. Aujourd'hui, les directives anticipées ne s'imposent pas aux médecins. Elles peuvent être rédigées sur papier libre et sont valables 3 ans. La loi de 2015 prévoit de les rendre contraignantes pour le médecin, de créer un modèle officiel qui sera intégré dans un registre national et leur validité ne sera plus limitée. Au Sénat, pas de rassemblement non plus sur les directives anticipées. Un bras de fer s'engage entre les défenseurs du texte et le noyau dur des sénateurs Les Républicains. Ces derniers estiment que le dispositif va trop loin. Ils vont de nouveau réussir un coup de force et faire enlever du texte le caractère contraignant des directives anticipées. Et par conséquent, nous proposons une autre rédaction qui indique que le médecin prend en compte les directives anticipées, mais qu'elles ne s'imposent pas à lui. C'est effectivement une différence majeure entre nous. Le médecin est là pour prendre en compte les directives anticipées, mais il doit garder son appréciation et son jugement. Merci, Monsieur Delège. La question de cette directive, c'était doivent-elles engager les médecins ou pas? Doit-on laisser une marge de manœuvre aux médecins qui peut aussi avoir des éléments d'appréciation de façon collégiale notamment? Pour Marisol Touraine, la ministre de la Santé, cette nouvelle manœuvre vise surtout à vider la loi de son sens. Je donne un avis défavorable parce que demander que les directives anticipées ne s'imposent pas aux médecins ne s'inscrit pas là non plus dans la perspective portée par cette proposition de loi. Merci, Madame la Ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.
s'il y a des directives anticipées, elles doivent, à notre avis, elles doivent être appliquées par le médecin qui est présent. Alors que là, tel que c'est, on retombe comme auparavant, et ça veut dire qu'elles ne sont pas opposables, donc le médecin peut faire ce qu'il veut. Directives anticipées non contraignantes, sédation profonde mais non continue, le texte qui devait être celui du consensus a été vidé de son contenu, détricoté par un petit groupe de sénateurs républicains mobilisés et qui a su donner de la voix face à la Commission et au gouvernement. Là, on est effectivement dans un texte qui s'est éloigné progressivement, non seulement du texte de 2015, mais qui en partie a remis en cause le texte de 2005. Donc je crois que la première des choses à faire, c'est s'appuyer sur le texte de 2005, dont tout le monde, y compris au Sénat, et y compris les adversaires de la loi 2015, disent qu'elle est très bien. Donc ne touchons pas à la loi 2005. Une dernière question va être débattue, celle du droit d'accès aux soins palliatifs. Chaque année, en France, ils ne sont que 100 000 personnes à en bénéficier. Pourtant, les besoins sont 3 fois plus importants. Bonjour. Bonjour. Vous, ça va? Ouais. Ça veut dire quoi que ça va? Les murs de cette chambre, Thierry les connaît par cœur. Il est cloué dans son lit depuis 1 an. On lui a découvert une maladie orpheline incurable il y a 4 ans. Depuis, son état se dégrade. Pour soulager ses douleurs, une équipe de soins palliatifs vient régulièrement à son domicile. Ils me soulagent. Ils me soulagent dans tout. Ils sont bien. Ils sont toujours là. Ils règlent tous les problèmes quand on a. Ils sont très bien. Ils sont très bien. Je suis bien entouré. Bon, ben voilà. Comment tu le trouves moralement? Il a dit qu'il n'avait pas le moral. Fatima est infirmière. C'est elle qui gère l'équipe de soins palliatifs à domicile. Elle vient voir Thierry régulièrement en fonction de ses besoins. L'occasion pour elle de faire le point avec les aides-soignants sur l'évolution de l'état de santé de Thierry. Alors notre rôle, c'est d'être en lien avec les professionnels du domicile, de réfléchir avec eux comment maintenir, améliorer, soutenir la présence du patient chez lui. C'est toi qui as le dossier? Oui. Des patients hospitalisés chez eux, Fatima en suit une quarantaine. Son équipe de soins palliatifs est financée par l'Agence régionale de santé, mais clairement, elle manque de moyens. D'accord. On ne peut pas dire que c'est suffisant en termes de moyens, hein, puisque nous sommes sur un bassin très important, un bassin géographique très important, et nous couvrons une population de plus de 625 000 habitants. Donc on est une équipe quasiment tout à temps partiel, et nous avons de plus en plus de demandes de la part des professionnels de santé, des institutions et des familles, mais mises en lien par les professionnels de santé, ce qui signifie que nous sommes de plus en plus sollicités pour cette aide au maintien à domicile. En France, des réseaux à domicile comme celui de Fatima sont rares. La loi Leonetti de 2005 devait pourtant les développer, tout comme les unités de soins palliatifs dans les hôpitaux, aujourd'hui très inégalitaires sur le territoire. S'il y en a beaucoup dans les grandes agglomérations, elles ne sont pas suffisantes dans les zones rurales. Idem pour les unités de soins palliatifs qui se déplacent dans les services des hôpitaux, les unités mobiles. Un manque criant, dénoncé par les sénateurs, les Républicains, qui demandent au gouvernement d'inscrire l'égalité d'accès aux soins palliatifs dans ce nouveau texte. Je pense que ceux qui sont pour ce texte, ceux qui le portent, ne peuvent pas ne pas entendre ce cri, le cri des territoires qui sont injustement traités, avec cette kyrielle de malades qui ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs alors que leur État devrait le leur permettre et qu'ils en souffrent. Un des soucis du texte, et d'aujourd'hui et de demain d'ailleurs, c'est que
on se refuse en France à avoir une politique massive d'investissement en matière de culture palliative, en matière de soins palliatifs. C'est là qu'est le problème. Et surtout, vous savez que 20% de nos concitoyens ont accès à ces soins palliatifs. 80% n'y ont pas accès. Et ces soins palliatifs, c'est le privilège de quelques territoires. Et la plupart de nos territoires n'y ont pas accès. Et je considérais, avec d'autres, que le problème le plus urgent, ce n'était pas tellement de faire une nouvelle loi, c'était d'abord d'essayer de traiter ces problèmes très concrets. Les rapporteurs et le gouvernement partagent ce constat, mais estiment que cette question doit être traitée dans le cadre du financement de la santé. On dit qu'il faut développer les soins palliatifs. C'est quand même avant tout un problème purement financier. Et ça se décide dans le PLFSS, c'est-à-dire dans le budget de financement de la sécurité sociale. Donc, qu'au PLFSS, ce genre d'amendements réapparaissent, ça au contraire, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, j'ai essayé de leur expliquer et réexpliquer, mais ils n'ont pas voulu suivre. Au PLFSS, eh bien, nous réclamerons et nous inscrirons les moyens financiers nécessaires pour que le développement des soins palliatifs se fasse sur l'ensemble du territoire. Mais l'argument des rapporteurs ne convainc pas. Les autres groupes politiques se rallient aux Républicains. Alors, au risque de surprendre, moi je pense que c'était plutôt bien comme amendement. Et il me semblait, alors que je défends une position différente pour le reste du texte, je me sentais tout à l'heure un petit peu isolée, là-dessus je pense que le préalable, c'est les soins palliatifs pour tous. Je m'aperçois avec stupéfaction que ça pose un problème. La parole est à Madame David. Je vais vous étonner à mon tour, mais je suis sur la même position que vient de défendre ma collègue Corinne Bouchoux. La déclaration d'intention était là, elle était ferme et c'était des soins palliatifs pour tous sur tout le territoire. S'il suffisait d'inscrire les choses dans la loi lorsqu'elles doivent aller de soi pour que les choses se réalisent, ce serait tellement simple. J'ai annoncé tout à l'heure que je proposerai la semaine prochaine à un comité de pilotage un plan triennal de développement des soins palliatifs et des unités de soins palliatifs, dont un des axes majeurs sera la réduction des inégalités sur le territoire et pas simplement entre les territoires. Lorsqu'Alain Claes et moi-même avons remis le rapport au président de la République sur la proposition de loi, nous avons dit tous les deux que la priorité des priorités, c'était le développement des soins palliatifs et la formation des soignants. Et qu'aucune loi, si parfaite soit-elle, et celle-là est imparfaite comme toutes les lois humaines, eh bien, ne peut être efficace s'il n'y a pas ces deux éléments. Fin de l'examen du texte au Sénat et fin de partie pour les rapporteurs et le gouvernement qui sortent grands perdants de cette séquence. J'ai vraiment le sentiment que le travail qui avait été fait par nos 3 rapporteurs était un travail excellent et que ce travail a été détricoté. Et si c'était pour en arriver à la rédaction qui, ce soir, se trouve sur la table, il n'était pas nécessaire de proposer un texte de loi nouveau. Des rapporteurs déçus qui estiment leur travail gâché par quelques sénateurs qu'ils qualifient de conservateurs. C'est un texte de conservateurs, peut-être guidé aussi par des arrière-pensées religieuses, quelque peu intégristes, hein, j'ai pas peur de le dire. Et je trouve que, allez, je me lâche, la charité chrétienne, c'est pas ça. Si on commence à s'invectiver pour dire, parce que derrière le mot conservatoire en France, c'est pour dire, voilà, ils ne méritent pas d'exister, il ne faut pas s'attarder, ce sont des réactionnaires. Vous savez, la réaction, où est-elle? Je ne traite personne avec des qualificatifs qui pourraient être péjoratifs ou qui pourraient déclasser leurs arguments. Je pense que l'honneur de ce genre de débat, c'est que chacun puisse essayer d'argumenter sur ses convictions. Je l'ai, hein. Oui, c'est fait. Quelques jours plus tard, à l'occasion du vote solennel sur l'ensemble du texte, les rapporteurs prennent leur revanche. Le texte, vidé de sa substance, article par article, est finalement rejeté par le Sénat. J'ai à la fois d'infinis regrets qu'un consensus, qu'un rassemblement ne se soit pas opéré au Sénat comme il s'était opéré à l'Assemblée nationale.
Mais je suis soulagée que la sagesse de la Haute Assemblée l'ait amené à rejeter ce texte, ce qui va permettre au travail de reprendre dans des conditions plus simples à l'Assemblée nationale. Au jeu des affrontements, le Sénat sort perdant en rejetant la proposition de loi sur la fin de vie. Dans quelques mois, les députés reprendront l'examen du texte en seconde lecture dans sa version initiale.